Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Tout de suite pour commencer, dernière étape d'installation d'essais techniques et d'intégration musicale. Tout est en place pour un spectacle exceptionnel. Le lac Yariv et ses jets d'eau sont prêts à offrir un spectacle grandiose pour la soirée du 25 juin. Les techniciens en sont au dernier test et la mise en place sur site est de haute qualité. Ce dispositif marquera particulièrement la célébration du retour de l'indépendance avec notamment les transferts de tirs de feu d'artifice d'Anous vers le lac Yariv et la mise en service du plus haut jet d'eau jamais réalisé à Madagascar. Judika El Rajenirin, Intratanjabi. Les préparatifs battent leur plein au lac Yariv pour accueillir le grand spectacle dans la soirée du 25 juin. Comme l'avait promis le président Ajrazouel, en plus des tirs de feu d'artifice, un spectacle de jets d'eau et de fontaines musicales y aura lieu. Un défi qui semble déjà relevé vu l'état d'avancement des travaux. Le jet d'eau du lac Yariv peut atteindre jusqu'à 70 mètres de hauteur, accompagné de musique et de jeux de lumière colorés qui formeront une chorégraphie harmonieuse. Des générateurs électriques ont été installés sur place. Le lac Yariv est donc totalement autonome en énergie, sans perturber l'approvisionnement en électricité d'Ivat ni de la capitale. Le jet d'eau est fin prêt, ainsi que le spectacle. Les ouvriers finalisent aussi l'aménagement du site qui accueillera plusieurs milliers de personnes venues célébrer le 65e anniversaire du retour de l'indépendance. Des bus sont déjà arrivés à Antananarive pour transporter gratuitement le public le soir du 25 juin. Une signature de convention officialisant le renouvellement du partenariat entre le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et WaterAid s'est tenue ce matin au siège du MEAH à Mbouzatouf. Cette convention formalise une collaboration engagée depuis plus de 25 ans pour garantir aux populations malagasy un accès équitable, durable et résilient aux services de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Un reportage de Mervoulet Feren sur les images de Pras de Nilsson. Cela fait 26 ans que WaterAid opère à Madagascar. Depuis 1999, plus de 816 000 personnes ont eu accès à de l'eau potable grâce à l'appui de WaterAid Madagascar. Par ailleurs, 837 000 personnes ont pu bénéficier d'infrastructures d'assainissement et 1,8 million de personnes ont été touchées directement par les actions de promotion de l'hygiène. Ces résultats sont le fruit d'un financement cumulé de 47 millions de dollars mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers. Ce qui distingue WaterAid Madagascar, c'est son intervention intégrée autour de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène, avec une présence dans plusieurs régions du pays. Nous travaillons avec les acteurs du secteur eau, assainissement et de l'hygiène et les acteurs du changement climatique, les acteurs de l'environnement et autres partenaires qui travaillent dans le cadre de la résilience au climat pour faire en sorte que les politiques et stratégies de l'eau, l'assainissement et l'hygiène tiennent compte du climat et que les politiques climatiques également mettent au cœur de leur stratégie politique l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Et nous travaillons à ce que les indicateurs eau, assainissement et hygiène soient intégrés dans les contributions déterminées nationales que le pays va élaborer bientôt, la 3e CDN. Et nous soutenons les collectivités pour qu'elles puissent développer des plans locaux d'adaptation. Et nous travaillons également à la mise en place d'un mécanisme de financement qui permettent d'avoir la mise en place de services d'eau, d'assainissement et de l'hygiène qui puissent tenir compte du changement climatique. Depuis 26 ans, WaterAid Madagascar s'est engagé à améliorer durablement l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous. Ce nouveau partenariat avec le gouvernement malagasy marque une étape importante afin d'intensifier les actions dans les zones les plus vulnérables avec une approche intégrée axée sur la résilience climatique, l'équité et la redevabilité au niveau communautaire.
Ce nouveau partenariat signé entre WaterAid Madagascar et l'État malagasy, à travers le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, s'inscrit dans le cadre stratégique pays de WaterAid Madagascar pour les 3 prochaines années et répond aux priorités définies par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Les régions ciblées par ce nouveau partenariat stratégique sont Anjouy, Anos, Bungulav, Sava, Atsnanan, Analanzrouf et Analamang. D'ici 3 ans, en dehors de la question climatique, nous envisageons également de développer des modèles de systèmes d'accès universel qui permettent à chaque Malagasy d'avoir accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène. Et nous travaillons pour cela spécifiquement dans le cadre de cette nouvelle stratégie dans le sud, dans les régions d'Androuy et Anous, au centre, dans la région d'Analamang et du Bungulav, et à l'est, dans la région de la Sava et de Fénérive-Est. D'ici 2028, WaterAid Madagascar ambitionne de toucher 1,5 million nouveaux bénéficiaires. Pour y parvenir, un financement de 20 millions de dollars sera mobilisé par les partenaires techniques et financiers. Les actions, quant à elles, porteront prioritairement sur la résilience climatique, l'équité et la redevabilité communautaire. Dans les actualités également, la commune d'Arivunmam 2 a bénéficié aujourd'hui de la distribution massive de certificats fonciers dans le cadre du projet TAFIT, inscrit dans le programme AFAFI Centre, financé par l'Union européenne et mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du Territoire. Un total de 25 493 certificats fonciers ont été officiellement remis ce jour afin d'aider les agriculteurs et les habitants locaux à sécuriser leurs terres et à promouvoir leurs activités économiques. Natira Kutumav, Nzaranjiansu. Les paysans de la commune d'Arivunmam 2 ont bien compris l'importance de posséder un certificat foncier. C'est pourquoi ils sont venus nombreux aujourd'hui pour recevoir leur certificat. Il s'agit de sécuriser leurs terres, mais aussi de garantir une tranquillité d'esprit durable, leur permettant de développer sereinement leur activité agricole. Certains, n'ayant pas encore rencontré de problème, ont tout de même décidé de faire une demande de titre par crainte de futurs litiges ayant été témoins de conflits fonciers vécus par d'autres. Le maire de la commune d'Arivunmam 2, bénéficiaire de ces certificats fonciers, affirme que cette distribution massive démontre que l'État est proche de la population, soucieux de son développement économique et social. En plus de la distribution des certificats fonciers, sa commune et ses habitants profitent également d'infrastructures réalisées grâce à un budget participatif. D'abord, pour le secteur foncier, c'est une grande étape pour la sécurisation foncière de proximité à Madagascar par la distribution de plus de 25 000 certificats fonciers. Cette opération témoigne la volonté collective de l'Union européenne et de Madagascar pour asseoir un droit fondamental à Madagascar qui est le titre foncier, socle de tout développement économique et social. Ainsi, 25 493 certificats fonciers ont été distribués à des paysans qui jusqu'ici n'avaient aucun document prouvant la propriété de leurs terres, bien qu'ils les exploitent depuis longtemps dans la commune d'Arivunmam 2, région d'Itas. Au-delà de la distribution, les services fonciers restent proches des populations locales à travers la mise en place du BSFI au bureau de services fonciers intermédiaires qui vont considérablement aider les communes à sécuriser leurs terres et à régulariser les situations foncières de par sa proximité au niveau des districts. Le but étant de mettre en place 120 BSFI dans tout le pays. Les objectifs de ce projet étaient nombreux et parmi eux, réaliser 60 000 certificats fonciers. Grâce au projet TAFIT et son équipe, aux guichets fonciers et aux communes, ainsi qu'aux bénéficiaires qui en ont fait les démarches, ce chiffre a été dépassé. La preuve aujourd'hui, ce sont dans ces boîtes plus de 25 000 certificats fonciers qui vont être remis. Ce sont donc 25 000 parcelles qui, dans ces boîtes, vont appartenir officiellement à leurs propriétaires. Ces actions sont la preuve qu'avec l'aide de l'Union européenne et du gouvernement malgache, une fois que le processus est mis en place et que la démarche est comprise auprès des communes,
Chaque commune, chaque Fouktan et chaque bénéficiaire est autonome et acteur de son propre développement. L'objectif du projet TAFIT, dans le cadre du programme AFAFI Centre financé par l'Union européenne, est de distribuer 60 000 certificats fonciers en collaboration avec le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire. D'après les rapports, ce nombre a même été largement dépassé. Et l'État, à travers le secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, reste ouvert à la coopération avec les partenaires internationaux pour la construction de la nouvelle ville Tanamaswanj à Imirtsetousk. Une délégation égyptienne experte dans le développement de nouvelles villes a visité hier le site en construction. Selon les explications, un soutien technique fait partie de l'aide qu'ils offriront. Natera Koutumav. L'État, à travers le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, s'ouvre à la coopération avec les investisseurs et les partenaires étrangers dans le cadre du projet de construction de la nouvelle ville de Tanamaswanj à Imirtsetousk. L'Égypte, qui possède une expérience significative dans la construction de nouvelles villes, fait partie des pays partenaires. Un accord de coopération a été signé pour permettre son appui au projet Tanamaswanj situé à Imirtsetousk. Il s'agit d'abord d'un appui technique, raison pour laquelle cette délégation est venue voir le master plan du projet et son avancement actuel hier. Cette ouverture à divers types d'investisseurs et de partenaires implique que l'État joue un rôle moteur dans l'aménagement de la ville afin d'attirer ses collaborateurs, affirme le secrétariat d'État chargé de la nouvelle ville et de l'habitat. Une partie de l'avenue principale de Tanamaswanj est déjà achevée. Parallèlement, les travaux continuent avec l'installation de l'énergie, notamment la mise en place d'une grande centrale solaire d'une capacité de 40 MW, de 3 grands forages pour l'eau, ainsi que l'installation de connexions Internet, une responsabilité que l'État assume pour permettre aux partenaires locaux et étrangers de s'implanter et de construire à Tanamaswanj. Selon Gérard Ndjamanoissou, secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, les travaux avancent, notamment la construction des bureaux ministériels. Ainsi, celui du ministère de la Culture et de la Communication est déjà en place, tandis que celui du ministère de la Sécurité publique est en cours de réalisation. En économie, c'est le moment d'accélérer l'exploitation de pétrole lourd de Timirour et de Bemlang, affirme aujourd'hui le professeur-chercheur Denis Alexandre face au conflit opposant l'Iran et l'Israël. Le prix du pétrole pourrait fortement grimper si l'Iran décidait de fermer le détroit d'Ormuz par lequel transitent 20 millions de barils par jour. Il propose également l'ouverture de discussions entre les autorités malgaches et les partenaires pour atténuer les répercussions de la hausse du coût de la vie à Madagascar. Détails sur les images de Yves Chanel. Suite à l'attaque américaine menée samedi dernier en Iran, le prix du baril de pétrole est monté à 79,60 $. Il pourrait encore augmenter si l'Iran venait à fermer le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour 20 millions de barils par jour. Pour Madagascar, qui importe la totalité de son pétrole, cette hausse pourrait avoir des répercussions rapides et significatives sur l'économie nationale, soutient le professeur Denis Alexandre, enseignant-chercheur. Cela entraînera également une inflation et le ralentissement du commerce international. Il est temps, dit-il, de relancer la production de l'huile lourde à Timirour et Bemlang afin de réduire notre dépendance vis-à-vis des importations énergétiques. À court terme, le gouvernement doit continuer à soutenir la population et les fournisseurs de carburant pour atténuer les effets de la flambée attendue du coût de la vie, conséquence directe de ce conflit. Ce n'est pas uniquement Madagascar qui est concerné, mais le monde entier. La hausse des prix du pétrole a un impact direct sur le transport maritime et aérien et bouleverse les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les principales places boursières, notamment en Asie et en Europe, ont également été durement touchées, enregistrant d'importantes pertes sur les marchés de l'énergie. Et on poursuit avec les actualités internationales. L'armée israélienne a annoncé ce jour en début d'après-midi être en train de mener des frappes sur des quartiers généraux des gardiens de la révolution iranienne, l'armée idéologique de la République islamique à Téhéran. France 24.
Les frappes ont commencé il y a environ 1h30, une série de détonations entre 8 et 10, dans les quartiers du nord de la capitale iranienne. Par exemple le QG, le quartier général de la police nationale, mais aussi l'entrée de la prison d'Evin, qui est un peu plus au nord, qui ont été frappées. Dans cette prison qui est très célèbre, sont détenus de nombreux prisonniers, mais notamment des prisonniers politiques et d'opinion, mais aussi, par exemple, les 2 Français qui sont détenus en Iran depuis 3 ans maintenant, plus de 3 ans, Cécile Collère et Jacques Paris. C'est le portail de cette prison qui est un immense parc dans lequel il y a de nombreux bâtiments qui a été touché. Le quartier général de la force Saint-Rolla des gardiens de la Révolution, un peu plus au sud d'Evin, qui a été frappé également. Il faut savoir que cette force Sarola est chargée du maintien de l'ordre dans les moments difficiles, dans la capitale iranienne. C'est un symbole très important. D'autres quartiers également ont été touchés. Il y a encore quelques minutes, il y a eu deux nouvelles frappes dans cette partie du nord de la capitale. Le sud de la capitale a également été touché à plusieurs reprises, tout comme par exemple la ville de Karaj, qui est à 50 km à l'ouest de la capitale, avec de nombreuses détonations dans cette ville qui a déjà été touchée à plusieurs reprises depuis le début de l'opération israélienne. Un attentat suicide a fait au moins 22 morts dimanche dans une église chrétienne de Damas. La première attaque de ce type de la capitale syrienne depuis que des forces dirigées par des islamistes radicaux ont renversé l'ex-président Bachar el-Assad. Les autorités syriennes ont accusé un membre du groupe djihadiste islamique d'en être l'auteur. France 24. Sur les visages de ces Syriens transparaissent la tristesse et la sidération. Pour la première fois depuis la chute de Bachar el-Assad, la communauté chrétienne de Damas est frappée en son cœur. L'église Saint-Élie a été la cible d'un attentat kamikaze. On venait de finir la prière et on allait sortir. Puis quelqu'un, le visage masqué et portant des armes, est arrivé. Il a ouvert le feu sur la foule, tuant de nombreuses personnes. L'église était pleine. Les gens l'ont entouré et se sont jetés sur lui. C'est là qu'il a actionné sa ceinture d'explosifs. Les autorités syriennes ont rapidement pointé du doigt l'organisation État islamique, précisant qu'elle cherchait à saper la coexistence nationale et à déstabiliser le pays. Une stratégie efficace, car dans la foulée de l'attaque, le patriarcat orthodoxe de Damas a exhorté le gouvernement à reconnaître son entière responsabilité dans l'attentat suicide. Malheureusement, notre État ne nous protège pas de ces actes isolés, il ne nous protège pas du tout. Cela nous donne l'impression que ces actes deviennent des actes institutionnels et nous n'avons pas l'habitude de demander de la protection. Nous sommes des citoyens dans ce pays et c'est sa responsabilité de nous protéger. Ce n'est pas un privilège que l'État nous accorde, c'est sa responsabilité. La sécurité reste l'un des plus grands défis que doivent relever les nouvelles autorités syriennes. Le ministère de l'Intérieur du pays affirme avoir déjà déjoué plusieurs attentats djihadistes contre les chrétiens et les musulmans chiites. En 2011, le groupe État islamique avait pris le contrôle d'une partie du territoire syrien avant d'en être chassé par les forces kurdes. Mais les djihadistes ont toujours maintenu une présence dans le désert syrien. Et puis l'attaque de drones et de missiles russes sur la capitale ukrainienne dans la nuit de dimanche à lundi a aussi fait au moins une vingtaine de blessés. Volodymyr Zelensky a annoncé se rendre ce jour au Royaume-Uni. France 24. L'explosion a surpris les habitants en pleine nuit. Plusieurs étages de cet immeuble de la région de Kiev détruit en un instant. Malgré l'intervention rapide des secours, la déflagration a fait plusieurs morts et une dizaine de blessés. La même scène se répète dans d'autres villes autour de la capitale ukrainienne. Les secours interviennent après ce qui ressemble à une attaque coordonnée. Dans la nuit, le ministre de l'Intérieur a fait état de bombardements massifs de missiles et de drones tout autour de la capitale, ciblant principalement des zones résidentielles. Pendant plusieurs nuits successives, les villes ukrainiennes ont été la cible de bombardements intensifs. Une recrudescence d'attaques russes, alors que les pourparlers entre Kiev et Moscou restent au point mort. Sur le front de l'Est, les deux armées annoncent chacune avoir pris quelques kilomètres carrés de territoire à l'ennemi, mais sans avancée réelle de part et d'autre.
Et retour au pays pour le reste de l'actualité, pour promouvoir les droits des enfants et les sensibiliser à leurs droits fondamentaux. L'événement intitulé « Solidarité pour les enfants » a débuté aujourd'hui à Anoussi pour la région d'Analamang. Cette initiative s'inscrit dans les nombreuses activités organisées par le ministère de la Population et de la Solidarité en faveur de la protection des droits des enfants. Félène Rakoutarsoul. Solidarité pour les enfants est un événement organisé chaque mois de l'enfance. L'ouverture officielle pour la région d'Analamang s'est tenue aujourd'hui au jardin d'Anoussi. 500 enfants issus de différents centres ont bénéficié de dons tels que des jouets et des friandises remis par le ministère de la Population et de la Solidarité en collaboration avec ses partenaires. L'objectif est de promouvoir l'égalité des droits et le respect des droits fondamentaux des enfants durant ce mois de l'enfance. Plus de 2000 enfants à travers l'île devraient bénéficier d'aides similaires tout au long de ce mois, selon la ministre. De nombreuses autres activités seront organisées par le ministère de la Population et de la Solidarité tout au long du mois de juin pour célébrer le mois de l'enfance. Le coût d'importation d'un coq de combat depuis l'étranger peut atteindre jusqu'à 10 000 € selon les adeptes des combats de coq. Les combats de coq font partie de la culture malgache. Pour certains, il s'agit non seulement d'un loisir, mais aussi d'une véritable source de revenus. Antonia et Martina pour plus de détails. Les combats de coq sont un domaine peu souvent évoqué à Madagascar. Pourtant, selon des enquêtes, de nombreux Malagasy s'y intéressent et en sont passionnés. Les véritables professionnels et acteurs du secteur dépensent entre 100 € et jusqu'à 10 000 € dans la recherche de races de coqs de combat performants. D'après les explications, certains vont même jusqu'à importer des œufs ou des coqs de l'étranger. Mais les combats de coqs ne sont pas seulement une passion ou un divertissement. Certaines familles d'éleveurs à Madagascar vivent de cette activité. Elles élèvent des races de coqs de combat et les vendent aux passionnés locaux. Des compétitions de ce genre, appelées Adnaku, auront lieu les 28 juin, 5 et 6 juillet prochains sur le terrain du Kanzaniragasi. Ces événements s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la fête nationale. Une partie des recettes issues de ces compétitions sera consacrée à l'achat de vêtements destinés aux sans-abri selon les organisateurs. Et côté sport, seulement 2 ou 3 clubs féminins se démarquent actuellement dans la discipline volley dans la Ligue d'Analamang. Il devient donc nécessaire de valoriser les talents en herbe pour assurer la relève. L'entraîneur du club Squad 10 a livré dimanche son point de vue concernant la situation du volley féminin. Narsour Azakassan et Michel Ragoutsan. Le niveau du volley à Analamang n'a pas réellement progressé ces dernières années, surtout chez les femmes. Peu de clubs peuvent être considérés comme compétitifs et les mêmes équipes atteignent toujours les phases finales et remportent le titre chaque saison. Le premier axe d'amélioration passe par un changement de mentalité selon les entraîneurs. De nombreuses joueuses malgaches évoluent actuellement à l'étranger, ce qui a un impact sur certains clubs locaux. Ce manque de joueuses qualifiées s'explique notamment par l'absence d'une relève préparée. Il est donc crucial de repérer et former de jeunes talents, toujours selon les explications. Autre difficulté rencontrée, la tenue des compétitions en plein air, ce qui pénalise le niveau technique des joueuses. La pratique régulière en gymnase est fortement recommandée selon les spécialistes. Et pour terminer, la politique menée par le député élu dans le 6e arrondissement, Tante Lirazanamandimsou, vise à encadrer les jeunes d'Ambouimanaran à travers le sport pour les détourner des drogues et des mauvaises influences. Des réhabilitations d'infrastructures sportives comme les terrains sont prévues afin de renforcer cette initiative. C'est dans ce cadre qu'un tournoi de foot à 7, baptisé Tournoi de l'Indépendance, a été organisé. La finale s'est tenue hier à Anousou. Toujours un reportage de Narsour Azakassan et Michel Ragoutsan. Des ébus, des sommes d'argent, des médailles, des trophées et des maillots.
Telles étaient les récompenses offertes aux équipes finalistes du tournoi de l'indépendance organisé le week-end dernier par le député du 6e arrondissement. L'objectif de cette compétition était clair et précis, encourager la jeunesse à travers des activités sportives. Le quartier d'Amboumanarn a déjà vu naître plusieurs joueurs devenus professionnels. Cependant, l'un des freins reste l'absence d'un véritable terrain de jeu. Ce problème devrait être résolu selon les responsables. Le foot ne sera pas la seule discipline mise en valeur. D'autres sports nécessitant un accompagnement seront également suivis de près dans cet arrondissement. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Comme tous les lundis, votre soirée frisson avec le film Destination Finale, Lien de sang. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.